Vous allez nous parler, si c'est possible, de votre expérience. Donc, vous avez une maison que vous occupez depuis 2000, je crois, que vous avez construite. Et en 2020, il y a eu un problème. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Vous êtes tout à fait concerné par le sujet du jour. Ça a commencé le 1er novembre 2020. En début d'après-midi, effectivement, nous avons été victimes d'un mouvement de terrain. Bon, je dis bien victime parce que ce mouvement n'est pas parti de chez nous. Il a pris le versant, effectivement, en contrebas et remonté et revenu vers chez nous. Et nous avons eu vraiment un affaissement de la parcelle d'au moins 2 mètres pour les premiers jours. Parce que ce glissement de terrain a évolué. Alors le 1er novembre, effectivement, a évolué vers la nuit du 9 novembre et nous a laissé effectivement un escarpement avec une profondeur d'au moins 3 mètres là où c'était plus haut, quoi, à plus haute hauteur, quoi. Et je vous assure que ça a été vraiment difficile. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai vécu minute par minute, effectivement, je vais appeler ça comme si c'était un déplacement vraiment de la terre. Et bon, tout de suite, nous avons fait le nécessaire. Nous avons appelé la mairie, comment dirais-je, le conseiller comment on appelle ça? Du quartier, effectivement, le maire est arrivé, le 10 et tout. Et il y a aussi la gendarmerie. Et on a eu effectivement un arrêté de mise en péril, c'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, mise en péril. Et on a dû évacuer le domicile pendant vraiment 3 jours. 3 jours. Et vous avez en face, vous avez votre lieu où vous travaillez, parce que vous êtes. C'est ça, oui. Avec des enfants, vous avez dû aussi arrêter de travailler pendant quelques jours. Mais bon, c'est vrai que ce désordre ne s'est pas vraiment. Comment expliquer ça? C'est pas vraiment fait sur tout le bâtiment. Ça a été vraiment un côté de notre maison, mais pas du côté de l'espace où je travaille, puisque je suis assistante maternelle. Mais comme on ne savait pas exactement, on ne connaissait pas la stabilité du sol et tout, on nous a effectivement demandé d'évacuer. Et je crois que vous avez rencontré Paul-Louis Bourriou, qui vous a orienté vers les bonnes personnes. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors c'est Monsieur le maire, effectivement, quand il est venu, je l'ai entendu effectivement prendre son téléphone et parler à quelqu'un. Et en lui disant, il faut venir très vite parce que il y a quelque chose qui se passe effectivement dans ma commune. Et moi aussi, j'ai appelé Monsieur Bourriou, qui est venu effectivement faire ça, mais heureusement, parce que je vous assure que toute seule, j'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu du tout. Qui sont les personnes qui sont intervenues? Comment votre assurance est intervenue aussi? Oui. Est-ce que ça a été simple? Oui, alors ça a été simple avec les conseils de Monsieur Bourriou. Parce que quand on est citoyen lambda comme ça, on est devant ce genre de désordre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, d'accord, on va appeler notre assurance. Heureusement que j'étais quand même bien assurée. C'est au Crédit Mutuel, les assurances ACM. J'ai fait la publicité, mais oui, mais... Bon, la Serge va aller les voir après, c'est pas grave. Allez-y, je vous en prie. Oui, alors, oui. Et puis, effectivement, ça s'est passé comme ça. Et tout de suite, Monsieur Bourriou est venu, il a constaté les dégâts. Il m'a rassuré en me disant que mon bâtiment, c'est-à-dire le reste de la maison, n'avait pas bougé. Bon, j'ai oublié de dire que notre maison, effectivement, a été construite, disons, sur une parcelle, comme vous dites, un peu pentue, et que nous avons eu le permis de construire après consultation, effectivement, alors ça s'appelle la classe des risques majeurs.
Et c'est après. Vous aviez bien tout respecté, en fait. Oui, très bien. Oui, dans les normes, tout a été respecté, même études de sol. J'ai été une bonne élève. Avec tout ce que vous avez dit, j'ai été une bonne élève. Et même pour effectivement remettre en état le désordre qu'on a eu. Alors, je continue. On a appelé effectivement Monsieur Bourriou, et tout de suite, la machine s'est mise en branle. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est mettre des mesures conservatoires sommaires d'un premier temps, parce qu'on a attendu quand même plus d'investigation de l'expert de l'assurance et le BRGM et tout. Et là, effectivement, on a mis les mesures conservatoires, c'est-à-dire dévier l'arrivée des eaux pluviales et usées et tout, et un bâchage sommaire. Quand on a eu effectivement l'arrêté de catastrophe naturelle avec notre assurance, on a fait quelque chose de plus conséquent, c'est-à-dire pour pouvoir pallier à tout ça. Et heureusement qu'on avait fait ces mesures conservatoires avant. Ça a arrêté, vous voyez, que la dégradation soit plus importante le 9, dans la nuit du 9 août. Pourquoi j'ai dit 9 août? 9 novembre. Et puis là, la machine a commencé. On a, comme on disait, on a fait appel au géomètre qui a, effectivement, après, nous avons pu avoir une étude de sol G2. C'est ça? Oui. G2. Et on a pu, effectivement, faire les appels d'offres pour pouvoir trouver les entreprises pour pouvoir mettre en place tous les travaux qu'il fallait faire. Et en faisant tout cela, nous avons, on a pu dégager une mise, disons, de confortement par une paroi clouée. Une paroi clouée quand même sur 30 mètres. 30 mètres de long. Et aujourd'hui, votre maison, comment elle est? Elle est stable, je pense. D'accord. Je pense qu'elle est stable. Bon, je vous dirais que de temps en temps, effectivement, quand je vois de grosses pluies, je stresse un peu, mais je pense que ça va très bien. Et est-ce que vous surveillez, par exemple, les travaux qui ont été faits, vous les surveillez comment, qui sait? Si. Ah oui, dès le départ, chaque semaine, on devait prendre des niveaux à différents endroits, que ça soit de tout l'espace, quoi. C'est tout l'environnement de notre maison, et même aussi du côté du désordre, quoi, du désordre, oui. Ok. Vous avez l'intention de déménager, Madame Raskin? Non. Voilà. Ah non, je reste. Ah non, merci. Je suis bien chez moi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu des fonds Barnier? C'est pour faire la transition avec Monsieur Benhamer. Non. Non. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui passer votre micro, s'il vous plaît? Merci, on vous applaudit. Merci bien. Merci beaucoup. Donc les fonds Barnier, Monsieur Benhamer, donc Karim, chef de pôle risque naturel ADL, va nous en parler. Dans quel cas, à quoi ils servent, dans quel cas on peut les mobiliser. Et comme on parle de construction sur des terrains en pente, j'imagine que c'est possible en pareille circonstance. Voilà. Donc, charge à moi de terminer le séminaire. Donc déjà, merci pour l'invitation. Presque. Et on va essayer, je vois qu'il y a quelques participants qui commencent à bâiller. On va essayer de faire quelque chose un peu concis, actif, concis, et surtout sur un sujet qui peut être rébarbatif. Donc le fonds Barnier, un nouveau fonds, qui vient parmi les autres, même si on n'a pas eu la vidéo tout à l'heure. Ça va être simple. Qu'est-ce que c'est le fonds Barnier? Juste vous rappeler un peu l'historique d'où il vient. On ira sur les mesures finançables, et puis ensuite on verra deux événements importants. Donc l'exemple de Morne-Calbas, comment ça a été utilisé, et ensuite comment c'est utilisé actuellement sur les sinistrés pour, en tout cas, traiter les sinistres de novembre 2020. Qu'est-ce que c'est que le fonds Barnier? Donc le FPRNM, donc dit fonds Barnier, fonds de prévention des risques naturels majeurs. Donc créé en 95, et en fait,
ce qu'il faut se dire, c'est que l'objectif du fonds, c'est financer les indemnités d'expropriation des biens exposés à un risque. Et là, je voudrais insister sur le naturel. Donc, c'est pour revenir sur ce que nous disait Maître Junel ce matin. C'est un fonds... Pardon, je me suis trompé. Excusez-moi pour la déformation du nom. C'est Laurent Sunel. Voilà. C'est vraiment sur ce qu'on traite les risques naturels. Donc, ce qui est anthropique ne peut pas être traité par le fonds Barnier. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que c'est notre fonds à tous, puisque les recettes du fonds qui approvisionnent le fonds, c'est le prélèvement de 12% sur notre cotisation catastrophe naturelle qu'on paye tous sur toutes nos assurances. Voilà comment est alimenté ce fonds. Alors, 4 grands groupes de mesures subventionnables. Donc, ce qu'on appelle les délocalisations. Donc, c'est ce qu'on a vu, c'est le but initial du fonds Barnier. Donc, c'est comment faire des acquisitions amiables de biens exposés à un risque naturel majeur avec dans des menaces graves pour les vies humaines. J'y reviens après. Les subventions aux collectivités territoriales. Donc, ça, c'est un fonds qui permet de subventionner énormément les collectivités territoriales quand ils ont des actions de prévention des risques sur leurs bâtiments. Les études et travaux de réduction de la vulnérabilité. Donc, je vous ai mis les noms à côté, c'est des noms un peu administratifs, mais si vous les cherchez sur Internet, après, ça vous permettra de comprendre. Donc, sur ce qui est, pour tout ce qui est PAPI et sur tout ce qui est PPRN. Et enfin, les mesures spécifiques aux territoires ultramarins. Donc, ça, c'est surtout des mesures qui sont spécifiques donc, ce que j'ai indiqué comme étant le PSA, donc le plan séisme Antilles. C'est-à-dire que le fonds Barnier, il y a des dispositions spécifiques pour prendre en charge les mesures de confortement parasismique, notamment des établissements scolaires dans les Antilles. Voilà. Donc, pour en revenir à ce qui nous intéresse, donc mouvement de terrain, plus menaces graves pour les vies humaines, on peut utiliser des mesures de délocalisation. Bon, et donc dans la dernière version du PowerPoint, c'est mesures de délocalisation et ou mesures de prévention, donc c'est-à-dire des travaux de confortement. Donc les différentes mesures de délocalisation. Donc on a les expropriations de biens exposés à un risque naturel majeur, les acquisitions amiables, les acquisitions de biens sinistrés à plus de 50% et l'évacuation et le relogement des personnes sinistrées. Donc ici, est-ce qu'on va réussir à lire ? Non. Bon. Donc en fait, soit on a un bien exposé à un risque menaçant gravement les vies humaines. Donc menaçant gravement les vies humaines, ça veut dire qu'on est face à un risque naturel qui n'est pas prévisible et qui est soudain. Typiquement, un mouvement de terrain. Par contre, une inondation lente, ce ne sera pas considéré comme une menace grave pour les vies humaines puisque on voit l'inondation arriver, on peut évacuer les personnes. Indemnisation par l'assurance si la personne est assurée et si la personne n'est pas assurée, donc là on passe dans ce qu'on est dans les cadres des expropriations. Donc on y reviendra après sur l'exemple de Morne-Calebasse. Et donc ce que peut apporter le fonds Barnier aux sinistrés, c'est prendre en charge la valeur du bien, donc évaluée par la DRFIP, enfin par les impôts. En complément de ce qui a été indemnisé par l'assureur. Donc typiquement un bien qui est évalué à 200 000 euros, l'assureur en paye 100 000, en rembourse 100 000 aux sinistrés. Le fonds Barnier va compléter de 100 000 euros pour atteindre les 200 000 euros. Bon, alors après, il faut bien se dire que c'est quand même limité à 240 000 euros de fonds Barnier. Donc si on a un bien à 1 million d'euros, que l'assurance en rembourse 500 000, le fonds Barnier n'en remboursera que 240 000 de plus. Bon. Si on est sur des biens à 1 million d'euros, on est déjà sur d'autres catégories de sinistrés. Bon, voilà, après, un petit focus, puisqu'on parlait d'habitat insalubre, sur la loi Letchimy. Donc ce que permet le fonds Barnier, c'est également d'indemniser les personnes qui ont construit sans droit ni titre jusqu'à 40 000 euros. Donc c'est une amélioration qui a été mise en place par la loi Letchimy de 2011. Donc notamment pour Trenel sur... alors ce sera probablement utilisé sur la zone des 50 pas également, qui est soumise à de nombreux risques naturels.
et des personnes sans droit ni titre. Donc, pour aller un peu dans le détail et dans ce qui nous intéresse, si on prend l'exemple de Mande-Calbas, alors, je vais vous faire juste un petit bref retour. Donc, mai 2011, glissement de terrain. Août 2011, pluie tropicale, coulée de boue. Donc, les pluies ont emmené le glissement de terrain, enfin les matériaux du premier glissement de terrain. Et donc, on a eu comme un surévénement. Donc, effectivement, là, les arrêtés CatNat ont mis du temps à être pris. Donc, octobre et décembre 2011. Donc, on voit que de mai à octobre, on a déjà 4 mois. De août à décembre, de nouveau 4. On verra que pour 2020, c'est un peu plus rapide. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur Mande-Calbas, on avait ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le fonds Barnier, c'est que c'est un fonds qui subventionne, donc qui accompagne, qui aide, mais qui vient en complément du fonds des collectivités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire que ça subventionne pas à 100%, mais ça subventionne donc à 50% notamment pour tout ce qui est travaux. Donc sur Mande-Calbas, le conseil départemental de l'époque et la ville de Fort-de-France ont pris en main le problème et donc se sont portés maître d'ouvrage. Donc le fonds Barnier a pu justement accompagner les collectivités. Donc dès le début, la ville de Fort-de-France a pu demander à l'État de faire les acquisitions. Bon, là, on voit qu'il y a eu un gros délai entre, on a eu 3 ans de délai entre la demande de la commune et l'accord. En fait, ce délai-là, c'est une expertise géotechnique, géologique et toutes les contestations sur cette expertise pour délimiter en fait l'emprise des expropriations. C'est-à-dire que on a des experts qui ont dit voilà, on a ce périmètre-là, ça a été attaqué, donc les experts ont dû revenir, etc. Donc il y a eu plein d'allers-retours d'experts pour finalement avoir une décision en 2016. En parallèle, il y avait déjà des biens qui avaient été démolis dès le départ, donc que l'État a acquis. D'autres biens qui étaient très sinistrés que l'État a acquis via le fonds Barnier. Donc c'est ce qu'on voit là, les 19 biens. Ensuite, une fois que l'accord a été donné, a été signé par le préfet, on a eu 3 ans pour avoir l'accord des ministres pour l'expropriation, c'est-à-dire pour lancer la procédure d'expropriation. Alors, pourquoi 3 ans ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des maisons qui ont été détruites par la ville de Fort-de-France dès l'événement, afin de stabiliser la route. Et du coup, on s'est retrouvé devant un cas purement administratif, c'est-à-dire comment évaluer des maisons qui sont détruites. Et donc, les ministres avaient du mal à signer une autorisation d'exproprier des biens qui n'existent plus. Donc, c'est ce qui avait fait les délais. Donc, voilà. En parallèle, il faut savoir qu'on a mis en place le relogement des sinistrés. Donc, c'est-à-dire que là, le fonds Barnier prend en charge, dans la limite de 700 € par mois, le loyer des sinistrés. C'est-à-dire qu'un sinistré qui se reloge, donc charge à la commune de le sinistrer, le fonds Barnier prend en charge 700 € de loyer mensuel. Ensuite, ce qui s'est passé, donc une fois qu'on a eu l'accord pour l'expropriation, en parallèle, j'ai oublié de préciser, en parallèle, la ville de Fort-de-France et le conseil départemental ont réalisé les travaux de confortement, les 2 premières phases, puisque la 3e phase doit démarrer cette année. L'ADEAL, via la DRFIP, ont déjà recherché les propriétaires, parce qu'il y a un des gros problèmes que nous avons sur le territoire, c'est tous les terrains en indivision. Donc, à partir du moment où un terrain est en indivision, on n'a pas de propriétaire, vraiment. Donc, rechercher l'ensemble des indivisionnaires. Puis finalement, on a lancé l'enquête publique en 2022 et on vient de prendre l'arrêté de DUP le 6 avril 2023. Donc, on voit que
pour un événement de mai 2011, on vient de réussir à signer la déclaration d'utilité publique et de cessibilité des 6 derniers biens. Donc, il faut savoir qu'on a quand même réussi à en acquérir à l'amiable beaucoup. Mais on ne peut pas acquérir à l'amiable les biens non assurés et les biens en indivision. Voilà. Ça, c'était un peu un retour d'expérience sur l'utilisation du fonds Barnier. Donc, qu'est-ce qu'a financé le fonds Barnier ? Donc, l'ensemble des relogements et la prise en charge des sinistrés. Aujourd'hui, on paye encore le loyer de 19 sinistrés qui sont relogés, donc depuis 2011. On a financé 50% des travaux de sécurisation. Donc, les 50 autres % ont été financés conseil départemental, ville de Fort-de-France, ville de Fort-de-France et via le FEI pour tout ce qui est sécurisation de la route et de la colline. À noter, le fonds Barnier ne finance pas la sécurisation des infrastructures. C'est-à-dire qu'on a vu que le fonds Barnier, c'est un fonds dont les recettes sont prises sur les biens assurés. Donc tout ce qui est route, infrastructure, c'est pas assuré. Voilà. Donc l'exemple des sinistrés du Nord Atlantique. Bon, alors là, je pense que vous n'arrivez pas à lire, si un peu mieux. Donc en fait, ce qui s'est passé, dès le départ, retour d'expérience de Morne Calbas, etc. Donc suite aux gros événements, il y a eu sollicitation du BRGM. Donc avec des inspections et le déplacement d'experts du BRGM sur site pour recenser les parcelles et indiquer, faire un rapport sur l'état de catastrophe naturelle ou pas. Ensuite, et pour conclure, surtout si on a une menace grave sur les vies humaines ou pas. Si oui, on en a. Donc là, on passe sur la fameuse étude géotechnique. Bon, savoir dans une seconde phase, est-ce que le terrain peut être conforté, pas conforté ? Est-ce qu'on va réussir à stabiliser le glissement ? Ou alors, il n'y a pas de menace grave sur les vies humaines, le bien n'est pas en danger. Donc là, le sinistré fait appel de lui-même à son assurance et règle son problème. Si le bien est menacé, suite à l'étude géotechnique poussée après l'expertise rapide du BRGM, oui, le bien est menacé. Donc là, on demande une estimation du bien. Sinon, pareil, le sinistré peut faire appel à son assurance ou réparer les dommages à sa charge. Si donc on est dans le cas où la valeur du bien, où le bien est menacé, donc là on fait une estimation du bien. Donc c'est ce qu'on a vu là avec la DRFIP. Et si le bien, la valeur du bien est inférieure aux travaux de confortement du glissement, alors on fait des travaux de confortement. Si le bien est si la valeur du bien donc est inférieure aux travaux de confortement, on acquiert le bien. Si la valeur du bien est supérieure aux travaux de confortement, on fait les travaux de confortement. Est-ce que j'ai été clair ? J'espère. Voilà. Donc, en plus, c'est le moment où il ne faut pas se tromper pour être clair. Donc, on en est bien. Donc, est-ce que l'estimation du bien est inférieure au coût ? Donc, si le bien est inférieur, donc on fait les travaux de confortement. Et là, c'est là où la collectivité est importante, c'est-à-dire que c'est des travaux de confortement portés par une collectivité, financés à 50% par le fonds Barnier. Et si le bien est assuré, là, on peut faire, si le bien est assuré et que il vaut plus cher, moins cher que les travaux, on fait une proposition d'acquisition amiable qui correspond à la valeur du bien estimée plus une valeur de réemploi. Ou alors, si le bien n'est pas assuré ou construit sans droit ni titre ou sur un terrain en indivision, on doit faire une procédure d'expropriation. Donc, ce qui donne sur les sinistrés du Nord Atlantique, et là, Monsieur Bonner, vous auriez dû prendre ça comme exemple pour les arrêtés CatNat, parce que là, du coup, événement
Ouais, événement 9-10 novembre 2020. Et en fait, on a eu un premier arrêté le 20 novembre et un second arrêté qui complète le 14 décembre. Donc cette fois-ci, ça a été très rapide. Ça a été pris il y a eu un retour d'expérience en fait de tous les derniers événements. On est mieux rodé aussi, il faut le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, même nous, État, on sait comment ça fonctionne. Le BRGM est vite sollicité, fait vite le rapport. Voilà, tout est en place pour que ce soit un peu plus rapide. Ensuite, la particularité de novembre 2020, c'est que vu l'ampleur et vu la caractéristique des collectivités, donc ce sont des petites communes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc il y a eu un engagement ministériel dérogatoire pour que l'État prenne en charge en fait les investigations géotechniques liées au sinistre. C'est-à-dire qu'au contraire de Morne-Calebasse où la ville de Fort-de-France et le conseil départemental ont pris en charge le traitement du sinistre, donc là c'est l'État qui du coup a lancé les études géotechniques. En parallèle, 37 foyers sont pris en charge aujourd'hui pour être relogés. Donc après, il y a des sinistrés qui ne déposent pas de dossier de relogement. Et il y a des sinistrés qui déposent des dossiers du coup incomplets qu'on ne peut pas traiter. Sur les acquisitions amiables, donc 109 biens évalués aujourd'hui. 6 biens ont été acquis. Concrètement, les gens ne sont pas encore volontaires ne souhaitent pas d'acquisition amiable pour le moment. Pour nous, c'est inquiétant parce que aller à l'expropriation, ça va être long. Et concrètement, au vu de ce qu'on a sur Morne-Calebasse, les montants qui sont attribués à l'expropriation sont les mêmes que ceux qui sont proposés à l'acquisition amiable. Donc, mais sauf que beaucoup plus longtemps. Donc en parallèle, on voit qu'on a lancé les études géotechniques. Donc on a 4 marchés de géotechnique, dont un marché pour le glissement qui concerne le terrain de Madame Rascar, mais comme elle l'a souligné, ça concerne pas que sa parcelle. Donc nous, on étudie l'ensemble du glissement qui concerne plusieurs biens. Et aujourd'hui, en fait, on en est là dans la phase d'investigation, et c'est là où nous, on a des problèmes sur la capacité des géotechniciens à nous rendre des études, la capacité des géotechniciens à nous les rendre dans les délais, et notamment, résurgence, Madame Ranaël, vous mettiez les pieds dans le Ramaël, pardon. Vous mettiez les pieds dans le plat tout à l'heure, je vais le mettre aussi. En fait, on n'a qu'un seul, sous-traitant qui fait des forages, qui fait des sondages en Guyane. De tous, on a le seul sous-traitant qui a été mis par tous nos bureaux d'études, et ils n'arrêtent pas de nous le dire, c'est qu'il y en a un seul qui fait des sondages pour réaliser les essais géotechniques. Oui, c'est fini. Merci, monsieur. C'est fini. Je vais juste quand même transmettre, parce que j'ai vu qu'il y avait Cap Nord qui était là. J'ai vu aussi monsieur Mongis. Vous allez conclure, donc. Mais bon, on verra. Donc, ce qu'il y a à suivre, c'est trouver un maître d'ouvrage pour poursuivre les travaux de confortement. Trouver une solution de financement. C'est-à-dire que nous, on subventionne à 50%, mais comme on a vu sur Morne-Calebasse, il faut trouver les autres 50%. Et ensuite, réaliser les acquisitions amiables ou les expropriations pour les biens qu'on ne pourra pas sécuriser. Merci beaucoup, Josita Rascar et Karine Benhamer. Merci de vos interventions très riches. Oui, question. Alors là, on a un temps d'échange. Oui, Paul-Louis Bourriou. Oui, j'ai juste deux interventions. C'est un tout petit peu pour confirmer ce que disait Madame Rascar. Il y a quand même eu pour de l'ordre de 200 000 € de travaux. Il y a eu une maîtrise d'œuvre avec un bureau d'études très connu de la place qui a été associé à un autre bureau d'études Sol, parce que le même bureau n'a pas le droit de faire plusieurs études. On a attendu 3-4 mois une G3, etc. Enfin, c'est très long, et elle vient juste de terminer maintenant. Donc, oui, voilà. Ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans et on n'a pas arrêté une seule minute d'avancer. Ah oui, donc je dis ça pour que les gens comprennent ce que ça peut perturber dans une vie et dans un pays
quand on a ce qui nous attend. Deuxième chose, je suis sollicité par Patrice Lanier, que beaucoup d'entre nous connaissent, qui est le président de Antilles de l'Union des constructeurs de maisons individuelles, et qui est en Guadeloupe et qui ne pouvait pas nous rejoindre. Il voudrait insister sur le fait, et je profite de ce que Karim Benamer est là, pour qu'il voit ça avec la DEAL, comme on l'avait déjà fait. Il faudrait qu'on, dans les mesures à retenir d'aujourd'hui, on puisse enfin enclencher l'application de la loi Elan, qui exige une étude de sol pour les vendeurs de terrains à bâtir. Ça serait déjà un premier point pour obliger le cercle vertueux à se constituer. Alors Stéphanie, la directrice adjointe de la DEAL, était au courant, on en avait déjà parlé en Guadeloupe la dernière fois, il faudrait simplement réactiver au sein de la DEAL. Voilà, je fais ça pour Patrice Lanier, j'espère qu'il entend ça et qu'il va pouvoir avoir des réponses positives bientôt. Alors, sur l'étude de sol, donc en plus, il y a aussi dans le pôle risque naturel la révision des PPR et l'application des PPR actuels. Donc voilà, j'ai pris toutes les remarques et entendu toutes les remarques ce matin pour la révision qu'on a enclenchée. Donc si vous ne le saviez pas, les aléas sont en cours de révision. Donc le PPR actuel intègre déjà une étude de sol obligatoire. Donc à partir du moment où on applique le PPR, il y a une étude de sol dans les constructions. Donc dans toutes les constructions. Puisque la vente ne peut pas se faire si le notaire n'a pas de papier. D'accord. D'autres remarques, questions à nous? Alors, excusez-moi, à tous nos intervenants, hein, pas seulement à ceux qui sont intervenus. Oui, Madame Rascar, dites-nous. Alors moi aussi, je voulais insister qu'on puisse mettre en place, je sais pas, un encadrement pour les sinistrés, parce que parfois ils se trouvent seuls devant la vision personnelle effectivement désespérée et face aux démarches inconnues. Parfois, on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire si on n'a pas quelqu'un pour nous orienter. Et votre assureur vous a pas orienté? Bon, notre assureur, c'est nous qui avons presque fait tout ce qu'il fallait pour faire. L'assureur. Ouais. Qui était bien d'ailleurs, hein, vous l'avez même cité. Bref. Alors, il n'y a pas de limite, Bon, enfin, il y a des limites si on en a, mais aujourd'hui, les montants disponibles on n'a jamais dit non si ça rentre dans le cadre. On n'a jamais dit non à des projets. Juste sur l'accompagnement des sinistrés, du coup, nous, on travaille en grande collaboration avec les communes, mais avec les CCAS. Et en fait, donc nous, on prend contact avec les communes et avec les CCAS qui, en théorie, sont plus proches du territoire et de la commune. Donc, voilà. Et à titre d'info, on fait aussi, alors peut-être que l'info diffuse mal, mais en fait, il y a une association des sinistrés qui existe. Et tous les 2 mois, on fait on faisait un comité de suivi en sous-préfecture. Oui, après l'événement. Donc ça, ce sont de bonnes pratiques ensuite, qui se mettent en place, apparemment. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, il y a eu des comités de suivi tous les 2 mois en sous-préfecture. Alors, à partir de quand? Malheureusement, j'étais pas là, je sais pas le dire, mais je sais que 2021, 2022, il y en a eu. Et aujourd'hui, on se lance vers des réunions publiques pour pouvoir toucher directement les sinistrés, justement, parce qu'on a noté qu'il y avait un relais qui se faisait pas forcément. Du coup, on fera des réunions publiques dans les communes. En fait. Voilà. Donc là, on est sur la partie d'échange liée à tout ce qu'on a entendu. Donc, il y a eu l'art de l'adaptation au sol, une affaire de sachant avec messieurs Caclin et Adria. Donc, si vous avez des questions à poser, il faudrait les poser. Là, ouvrage de soutènement fini avec Loli Bonconce, avec monsieur Paul-Louis Bourrouillou, monsieur Déris, madame Ramael, et puis donc nos 2 intervenants. Est-ce que vous avez des remarques? C'est vrai qu'il est tard, hein. Peut-être que vous êtes fatigués, vous avez envie de... S'il n'y en a pas, on va s'arrêter là. Hein. Il suffit que je menace d'arrêter les questions pour qu'il y en ait 4 en même temps. C'est juste une question sur la globalité des choses. On a parlé de l'eau, d'accord? On a dit qu'il faut nettoyer et tout, mais il faut dire que la collectivité, au niveau des communes,
Avant, on nettoyait les bus, maintenant, les bus ne sont pas nettoyés. Donc, il y a déjà ça qu'il faudrait peut-être revoir. Je suis d'accord, oui, que les gens, les parcs des quartiers, etc., au niveau de l'assainissement, il y a un problème, mais dans les quartiers auxquels on a mis des conformités et tout, les bus ne sont pas nettoyés. Et quand on coupe de l'herbe aussi rentre au niveau des bus, etc. Donc, il y a un souci. Et en plus, quand on parle on fait une intervention au niveau des mairies, ils nous disent, oui, il n'y a pas d'argent, ou encore, oui, on n'a pas ce qu'il faut. Voilà. Donc, je voulais quand même revenir sur ça. Donc, c'est bien, mais il y a quelque part aussi qu'il faudrait voir certaines choses. Et puis vous parlez des mairies, des communes. On n'a pas beaucoup parlé des communes. Si, on a parlé un petit peu des plus quand même tout à l'heure. Qui c'est qui veut répondre? Donc les communes, oui? Qui veut répondre? Oui. Alors, je voudrais faire 2 remarques. Le PPR, alors il a été dit que quand on est en zone d'aléa fort, qu'il y a une étude de risque. Alors, je voudrais rectifier pour ne pas nous retrouver débordés par des demandes. Non, en fait, dans le PPR, il y a 2 cartes. Il y a une carte d'aléa, donc en fait qui va vous dire que votre parcelle est dans un aléa fort de mouvement de terrain, vient se superposer une carte réglementaire, et ce n'est que cette carte réglementaire qui va vous dire si on peut faire l'étude de risque. Parce qu'en fait, il y a des parcelles qui restent avec la carte réglementaire toujours dans un aléa fort. Alors, je vais juste mais préciser avant la là-dessus. révision. Hein. Non, mais même aujourd'hui, en fait, il y a une carte d'aléa qui, elle, est une carte purement scientifique, faite de l'aléa tel qu'il est, qu'on superpose à une carte d'enjeu qui est définie avec les collectivités communes et qui découle sur la réglementation. Et effectivement, les études de risque ne sont demandées que pour des zones orange-bleu du PPR. Et jaune. Jaune, oui. Ça dépend de l'aléa. Et l'autre remarque que je voulais faire aussi, pour moi, c'est une question de bon sens. C'est-à-dire que quand vous achetez un terrain, celui qui vous vend le terrain, il doit vous dire à peu près qu'est-ce qui se passe sur votre terrain. Donc, et dans notre domaine, il y a plusieurs missions. Et donc là, vous pouvez faire ce qu'on appelle les missions G1, qui sont des études préliminaires. Et une fois que vous savez à peu près ce qui se passe sur votre terrain, vous amenez un projet. Une fois que votre projet est relativement bien défini, donc au stade d'avant-projet, à ce moment-là, on peut passer à ce qu'on appelle les études G12, qui sont des études de conception d'avant-projet. Mais effectivement, enfin, aujourd'hui, on se retrouve souvent avec des gens qui nous disent ouais, mais qui est-ce qui doit faire l'étude de sol? J'ai envie de dire, vous n'avez pas encore acheté le terrain. Et ça, vraiment, il faut que les notaires l'entendent. Il faut exiger l'étude préliminaire pour que le client, il sache déjà à peu près vers quoi s'orienter. Merci. D'autres remarques, des questions? Elle n'a pas eu sa réponse. Mais qui peut vous répondre? Est-ce que je peux juste compléter oui. Est-ce que je peux juste compléter ce qui a été dit? Et peut-être répondre à madame à propos des communes qui n'entretiennent pas les... Je parle pas pour les communes. Il peut pas répondre, madame. Il peut pas répondre. Non, mais juste, quelque chose d'important. Allez-y, pour je tout vous le en prie. monde. Sachez que, donc, Aude Nachbord en a parlé tout à l'heure. Il y a le portail GeoRisque qui permet à n'importe qui, c'est public, d'un simple clic avec son numéro de parcelle, de savoir quels sont les aléas dont sa parcelle est exposée. Et il y a la même chose pour le PPR. Donc c'est PPRN 972. Et vous tapez votre numéro de parcelle et vous avez tous les aléas dont est sujet votre parcelle. Donc si vous souhaitez l'acheter, avant de l'acheter, vous avez déjà tous les aléas. Ok.